On commence aussi à voir chez certains passeurs des choses comme des Tchéco ou Marouf, où les passeurs vont volontairement prendre les ballons très devant pour renverser ou simuler des choses avec leur corps. On a tendance à perdre un peu cette notion de position neutre. Mm. Ce que tu disais tout à l'heure, les passeurs arrivent à être très bons, quelle que soit la zone de prise de balle. Est-ce Ah, que ah, ah. c'est quelque chose que tu travailles, toi, ou qui va te taper dans l'œil chez un passeur que tu vas vouloir recruter? Les patients, ils étaient comme ça avant. Je, je parle encore d'Asiatique, le passeur qui jouait avec l'équipe, le club qui venait de Londres. On disait, mais ça, c'est un passeur années 80, quoi. Les gars, ils étaient tout le temps un peu comme ça, mais ils faisaient un malheur, tu vois, parce qu'on n'a pas l'habitude en plus. Moi, ça ne me pose aucun problème si l'attaquant arrive. Parce que quand tu commences à prendre la balle ici, que tu enlèves les temps, ou que tu enlèves des options, et qui... Le problème, c'est que, par exemple, les problèmes des passeurs asiatiques, c'est que le bloc en Europe, il va rester en attente et il va avoir ça au-dessus du filet déjà. Et au Japon, non. Quand ils sont en attente, ils sont au-dessus du filet. Donc, il n'y a pas la même incidence sur une fixe, sur une pipe. Et donc, je pense qu'on doit, William, le petit basseur brésilien aussi, c'est pareil, il joue beaucoup avec son corps. Il fait ça, il donne devant, il fait ça. Ouais. Mais au départ, il avait beaucoup de problèmes pour tromper les blocs adverses qui jouaient en attente. Hmm. Qui jouaient tout en serré et en attente. Parce qu'il faisait ces trucs, mais les mecs, ils étaient là. Finalement, il fallait vraiment qu'il accélère énormément. Mais les gars, ils sont grands. Donc, avec un pas, ils arrivaient. Donc, il a dû essayer de faire autrement. Parce que ça ne marchait pas. Les premières années qu'il a été avec l'équipe nationale, il avait du mal. Là, au championnat du monde, il était très précieux. Parce qu'il a très bien joué. Mais même avec son expérience, parce qu'il avait déjà 37 ans, 38 ans. Donc, il a mis du temps à comprendre ça. Donc, moi, ça ne me pose aucun problème. Et, euh, et je pense que tout doit être. C'est dans la palette. C'est comme un attaquant qui va attaquer derrière son dos, qui va faire la fente avec les gauches, qui va pousser. En passant, doit être pareil. À condition que ces petits trucs-là n'empêchent pas l'attaquant d'être performant, d'être dans les tempos, d'être dans des possibilités de faire ce qu'il veut. Si c'est faire de joli juste pour faire de joli, ça ne sert à rien. Nous, on joue quand même dans la performance pour être performant et l'efficacité. Hein. Et l'évolution de ces rythmes de passe, on a été ces dernières années sur des courses du plus en plus vite sur les bouts de filet notamment. Est-ce que tu penses que ça va continuer dans ce sens-là ou on va peut-être retrouver à un moment donné d'autres choses pour redonner du souffle? Euh, je pense que c'est toujours pareil. C'est qui tu as et comment la personne est capable de jouer. Tu as des joueurs qui ont besoin de peut-être jouer un peu moins vite parce qu'avec en jouant un peu moins vite, ils vont avoir tellement de palais, de possibilités, la petite diagonale, la grande diagonale, les block-out, la poussette, la balle flottante, je pousse dans tes mains. Donc, et il y a des joueurs qui ont besoin de la vitesse pour utiliser leur force, leur puissance. Donc, l'évolution, pour moi, c'est plus dans les sens où qu'est-ce que j'ai C'est c'est le gros problème qu'il y a eu quand les Hollandais ont gagné, que tout le monde voulait jouer contre les Hollandais, sauf que les Hollandais, ils étaient tous à plus de 2 mètres. Et à l'époque, il n'y avait pas d'équipe comme ça, à part les Russes peut-être. Mais c'est pas adapté à la France. Donc jouons autrement. Et la France a trouvé son chemin, a trouvé on va dire son école. Aujourd'hui, les écoles sont presque toutes pareilles, mais même les Japonais ne jouent plus comme ça. Les Coréens, ils restent un peu, mais l'école est de plus en plus semblable un peu partout. Donc là où je pense qu'il y a des petites choses qui sont en train de revenir. La croix, elle revient un peu. On l'appelait changement de zone. Oui. Mais je pense qu'on revient un peu plus aussi à des petites choses comme ça. Parce que comme les gens n'ont plus l'habitude de contrer, C'est parce qu'à un moment, on faisait des surpassements, on était là et on venait par derrière bloquer. Qui enseigne ça aujourd'hui? Un contreur qui passe derrière pour aller contrer il n'existe plus. Donc, on ne sait pas réagir à certaines situations. Aussi parce qu'aujourd'hui, avec
quand tu joues en attente, tout le monde en attente serré, tu remplis quand même une part de filet. Tu as une présence quand tu as, en particulier, on va dire, on va parler des Russes, quand tu as 2,15 m, 2,6 m, 2,10 m, les gars, ils prennent. Donc, mais néanmoins, il y a des petites choses qui sont en train de revenir. Comme tu dis, tu vas prendre la balle ici, Marouf qui fait des trucs comme ça. Pas forcément tout le temps. La position de néo, j'y viens, j'échange des rythmes. Et sur la pipe, parce que c'était des Brésiliens qui étaient très forts avec Giba, qui avait Avec une énorme Juba, avec présence Dante. dessus. Ensuite, on a vu les Américains se l'accaparer, il a joué extrêmement bien. Ça devient vraiment une arme un peu employée partout. Est-ce qu'au Japon, c'est quelque chose que vous employez aussi beaucoup, avec peut-être Kubiak justement ou est-ce qu'il y a des choses qui, toi, te semblent importantes sur la pipe? Quand on parle de Brésil par rapport à la pipe, il ne faut pas oublier qu'il y avait quelqu'un qui était extraordinaire. Et ce n'est pas Giba. C'est Ricardinho, le passeur. D'ailleurs, je viens de voir des images de lui il y a 2 jours, sur comment il jouait derrière avec son pointu gaucher. Il n'y a pas ça aujourd'hui. 7 mètres derrière, mettre des balles, des traits pour le gaucher, il y a des images que j'ai vu passer l'autre jour. Quand je suis allé pour la première fois rester avec le Brésil pendant les 3 mois d'été, il y a une personne qui m'a impressionné, c'était les passeurs. Mais pas par rapport à son toucher, c'est la capacité qu'il avait d'être au point de chute de ballon, mais comme s'il était là en attendant la balle. Il savait déjà où elle allait avant que le gars il réceptionne. J'avais été bluffé par ça. Je trouvais que c'était... tu avais l'impression qu'il était là, peu importe la réception, déjà en train d'attendre exactement où il fallait être. Donc il prenait la balle et il arrivait à donner un tempo de jeu. Je connais personne au monde qui a réussi ça. Je connais aucun joueur, aucun passeur qui a réussi à faire. Il était de ce côté-là, je pense qu'il était exceptionnel. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est qui tu as pour jouer en étant performant et efficace. Parce que tu peux avoir envie de jouer comme ça. Tu n'as pas Giba qui va vite aussi, tu n'as pas les gauchers qui est capable d'attaquer. C'était André Nascimento qui attaquait ces ballons-là. Il était à 6-7 mètres au milieu de terrain, mais c'est du jamais vu. Partout, il jouait comme ça, mais il avait cette capacité d'être là bien, d'être bien placé. Il déclenchait des balles. Il y avait des joueurs aussi qui, la balle était bonne, ils y allaient. La balle n'était pas bonne, ils commençaient déjà à travailler. Parce que quand on regarde vraiment Giba très peu dans certains matchs très importants, il y avait beaucoup de balles qu'il était obligé de... Parce qu'il n'avait pas cette précision comme Antonetti. Antonetti, sa balle en 4, c'est un petit bijou, quoi. C'est impressionnant. Donc il n'avait pas ça. Mais donc qui tu as, avec qui, pour moi c'est plus important d'entendre qu'il y a une façon de jouer. Et si tu devais conseiller un jeune passeur aujourd'hui, c'est quoi les 2-3 conseils que tu lui donnerais en priorité sur sa formation? C'est une bonne question, ça. C'est parce que je discute beaucoup avec Kélian. Première chose que j'ai dit souvent, c'est tu es les premiers à devoir montrer l'exemple de combativité et qui tu es là pour tes joueurs. Parce que j'ai pas de principe comme tout à l'heure, que savoir faire une passe, c'est obligé, sinon tu ne vas pas être passeur. Savoir mettre la balle bien en 4, en 2, au fixe, ça pour moi, elle ne rentre même pas en considération. Parce que c'est fait partie. Je suis réceptacle, mais je ne sais pas réceptionner, pardon. Non. Tu es réceptacle, tu sais réceptionner. Donc tu es passeur, tu sais faire une passe. Après, un passeur n'est pas qu'à faire la passe. Donc, je commence par là toujours. C'était Cabourneau d'ailleurs. Oui, parce que c'est pas que j'ai beaucoup appris, mais c'est quelque chose que j'admire dans les gens qui sont comme ça, et je pense que ton métier est comme ça aussi. Une rigueur, une exemplarité, qui en soit plus talentueux que l'autre. C'est pas forcément ça là qu'on va faire la différence de la performance.
Sinon, il y a des joueurs qui auraient été beaucoup mieux et pourtant, c'est pas qu'il y ait les talents. Les talents, c'est très bien, hein. J'ai rien contre les talents. Hein. Mais je pense que cette exemplarité de combativité, je suis là pour vous. Vous pouvez compter sur moi. Moi, je craque pas. Je joue mal, mais c'est pas parce que je suis en train de craquer. Je suis pas bien, mais vous inquiétez pas, je vais être là. Je vais être là quand il faut. Et ça, c'est pour moi, c'est fondamental pour un passeur. Et forcément, au-delà de la passe, c'est après les choix. La capacité de manager ses joueurs, de donner la bonne balle comme il faut là, au bon joueur, au bon moment. C'est savoir jouer, savoir gérer les matchs, comment on construit. On dit beaucoup qu'Eric Radin, par exemple, il construisait son championnat tu vois, du monde, aux Jeux Olympiques. Il commençait petit à petit, tu vois. Mais il était déjà, même si on ne fait pas ça, on ne doit pas faire. C'est une chose que j'ai dit aussi à mes joueurs, hein, on ne pense pas à la finale avant de sortir des poules. Hein. Ah, je vais être champion. Non, mon gars, d'abord, tu sors des poules. Après, tu joues les huitièmes ou les quarts. Après, tu vas. Mais lui, il construisait déjà. Je vais jouer comme ça parce que petit à petit, je vais amener les gens à penser que je vais jouer comme ça pour jouer comme ça. Mais il avait les joueurs qui avaient du caractère, qui avaient un mental très fort, l'estime de soi. Cette équipe-là, l'estime de soi, elle était très haute hein, à l'époque d'Eric Carnier. C'était vraiment des gens qui se sentaient vraiment euh, Du coup, si on en vient un peu sur toi, ta sensibilité d'entraîneur, euh, de ce que j'entends de ce que tu dis depuis tout à l'heure, il y a quand même la première qualité de l'entraîneur, c'est d'être capable d'identifier les gens qu'il a en face de lui et de se demander comment je vais fonctionner oui. avec eux. Ah oui. C'est ta manière de travailler. C'est-à-dire que quasiment à chaque fois que tu récupères un collectif, il te faut t'adapter Oui, parce que tu ne peux pas arriver et dire ah, j'ai envie de faire comme ça. Pardon. Ok. Mais qu'est-ce que tu as d'abord? Et après tu vas. Voilà. Quand j'ai signé au Japon, ils sont venus me voir. J'étais aux Jeux Olympiques à Rio. Ils sont venus à Rio. Et donc j'ai eu le premier contact avec les Japonais. Il me dit on a envie d'avoir un gros bloc défense. Je dis oui. Ok. Moi je pensais qu'il y avait une erreur. Mais je dis ok. Vous souhaitez ça? Pourquoi pas? Et pour moi c'était exactement le contraire. Il fallait baser toute notre qualité sur le volume de jeu, sur les services, sur le side-out. Parce qu'on n'avait pas des. On n'était pas l'équipe. Déjà, notre étranger, c'était un gars de 1m93. Les autres équipes, c'est tous des pointus qui peuvent prendre une place énorme aux ailes et après, tu t'en occupes d'ailleurs. Nous, on ne pouvait pas, déjà. Donc, c'est identifier quelles sont les qualités de ce que tu as. Et après, faire quelque chose. Non, pas avoir, on va jouer comme les Américains, ou comme les Français, ou comme, je sais pas, ou comme Belgorod, ou comme Machirata. Est-ce que tu as Juan Torrena? Est-ce que tu as Erwin? Est-ce que tu as Antonuetti qui est un métronome à la passe, qui est tactiquement très intelligent? Non. Qu'est-ce que tu as et quels sont? C'est identifier vraiment le potentiel de chacun et dire comment on peut, ensemble, faire quelque chose pour battre les autres. J'ai toujours essayé de faire comme ça. Après, Et est-ce qu'il y a des joueurs que tu as rencontrés dans ta carrière, que tu as eu, qui t'ont obligé à concevoir des choses que tu imaginais pas pour pouvoir travailler avec eux? Il y en a eu dans les bons sens, dans les mauvais sens. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui j'étais obligé de faire des concessions parce qu'ils étaient très difficiles. Et il y a des joueurs qui m'ont aidé à aller plus loin dans les raisonnements de comment les manager et manager le groupe pour être plus performant. Mais j'aime les gens j'aime les joueurs qui vont pas challenger dans le sens contester ce qu'on est en train de faire, mais t'amener à réfléchir de comment faire peut-être autrement dans certaines situations. Mais un joueur qui m'a beaucoup aidé, mais pas parce qu'il m'a soutenu, c'est Jiří Novák.
Je suis arrivé à Paris, je venais du secteur féminin, et à la place de dire, ah, celui-là, d'abord il a essayé, et après il a jugé. Et comme ça s'est bien passé, mais il a été quelqu'un qui m'a soutenu dans tout ce que j'ai proposé pendant mon arrivée, le départ de la saison. Et petit à petit, on a construit quelque chose ensemble. C'est quelqu'un qui était très important dans mes débuts avec les garçons. Et c'est quoi la touche de Mauricio Paes quand il arrive dans un collectif? Ses spécificités dans l'entraînement, dans le coaching? Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'on pourrait dire de ça. Moi, une chose est sûre, et je suis convaincu, j'ai une capacité d'adaptation par rapport à ce que j'ai en face de moi qui est importante. Je ne fais pas de copier-coller. Je peux faire de copier, pas parce que j'estime qu'il s'est adapté au groupe. Mais dire, ah, j'ai vu un super entraînement, je vais faire ça pour mes joueurs, si j'estime que c'est pas ce qu'il faut pour eux, même si c'est un superbe entraînement, je ne fais pas. Donc, je suis toujours en train de m'adapter avec des choses que j'ai vues, des choses que j'ai, mes convictions, par rapport à leur culture, par rapport à tu vois, là, Kubiak n'est pas le joueur le plus facile au monde, et pourtant, on a réussi à créer quelque chose de très fort ensemble. Mais il a fallu une grosse capacité d'adaptation pour pouvoir les mettre avec les Japonais bien aussi. C'est totalement différent, on n'a rien à voir. Donc, et je pense que c'est peut-être cette capacité d'adaptation et peut-être de faire les gens autour de moi sentir qu'on est là pour faire quelque chose ensemble. J'ai le sentiment qu'avec moi, entre guillemets, c'est vous les stars. Moi, je m'en fous. Moi, j'aime gagner. Mais ce que j'adore, c'est voir quelqu'un qui était là, être là les 6 mois après, être là, être là, être là. Chaque fois que j'ai un joueur soit qui va dans un grand club, ou soit qui arrive en équipe nationale et qui est titulaire, ou qui démarre en saison en tant que troisième et qui finit en saison en carton, j'adore ça. Mon kiff est faire les gens être mieux. Et si en plus on gagne, c'est encore mieux. Un côté formateur en fait aussi. Oui, j'adore ça. J'adore ça. Après, on a besoin d'avoir un groupe qui est comme ça. Hein. Donc, de temps en temps, on n'a pas un groupe qui aime ça. Donc, c'est à moi de m'adapter et faire plutôt, c'est pas de la formation, c'est juste management pour être performant et efficace. Ok, j'ai déjà eu des situations comme ça. Je gère, mais c'est pas mon kiff. J'adore, tu vois, créer quelque chose, créer une ambiance, un état d'esprit. J'ai réussi avec Paris, j'ai réussi il y a eu des années à Tours qui étaient vraiment avec Jeff, avec Nicolas Haug, Kevin, avec David Konechny, David Smith, on avait créé quelque chose qui était très très fort. Et on a réussi à gagner beaucoup. À Paris, c'était le même cas avec Jiri, Marcelo, Rafa. Après, faire les gens, tu vois, ensemble être plus grands. Tu vois. Moi, j'adore ça. Des valeurs dans un collectif qui sont quand même, comment dire, impossibles à ne pas respecter. Il y a des choses où tu arrives en disant ça c'est des valeurs qui doivent nous souder et sur lesquelles je serai intransigeant. Oui, forcément, parce que tu vois, la complexité avec moi par rapport à ça, c'est que je viens d'un pays où le fond est plus important que la forme. Et en France, la forme est plus importante que le fond. Donc déjà ça
ça change un peu de temps en temps les choses dans notre exigence par rapport à quelque chose. Parce que un joueur, à la limite, entre guillemets, il peut manquer de respect à moi. Mais dans la forme, mais pas dans les fonds presque. C'est compliqué d'expliquer ça, tu vois. Un jour, j'ai dit à un joueur, dégage. Il m'a dit, tu me dis pas ça comme ça. J'ai dit, désolé, t'as pas compris ce que je voulais te dire. Maintenant, tu vas à la douche. Les mots n'étaient pas bons. Tu vois, parce que dans les feux de l'action, j'ai sorti les mots qui m'est venu comme ça. Mais pour moi, on n'avait aucune... L'objectif, c'était, vas-y à la douche. Je ne veux pas te voir ici. Et là, il a compris qu'il était en train de complètement ne pas avoir l'attitude qu'il fallait. Donc, parce que le fond, pour moi, est très important. Qu'est-ce que tu as voulu avec ça? Tu as voulu détruire les groupes, tu as voulu détruire l'entraîneur, tu as voulu détruire un joueur. Si c'est juste une colère, tu vois, je ne sais pas si je m'explique bien, mais Si. tu vois, je ne vais pas prendre en compte, je vais pas donner d'importance à des choses qui ne sont pas forcément importantes. Après, entre les joueurs, il faut vraiment qu'il y ait du respect, qu'il y ait de l'envie d'être, pas de s'aimer, hein, pas d'être les super copains qui sortent pour boire un coup, ça je m'en fous moi, mais qui aient envie ensemble d'aller quelque part. Après, c'est vrai, comme tu disais, intelligent apparemment, c'est la ponctualité. C'est un truc que je ne peux pas avec ça. Tu dois être à l'air à l'entraînement. Tu ne peux pas y arriver en retard. Parce que dans les sports, un entraînement de perdu, tu ne remplaces pas. Tu ne peux pas remplacer un entraînement perdu en collectif. Un veille de match, tu as une situation collective à faire. Si le gars n'est pas là, il n'est pas là. Hein. Tu bousilles tout le monde en plus. Donc, la ponctualité, c'est des choses. Après, il y a les règles de base, hein, le respect pour tout le monde, bien sûr. Mais surtout le respect pour ce qu'on a envie de faire ensemble. Tu dois être cohérent avec ça. Tu dois accepter que l'autre est différent de toi, mais l'autre aussi doit accepter que tu n'es pas forcément comme lui non plus. Parce que les gens, ils ont dit, ah, mais lui, il ne parle pas. Ok. Tu vois, tu parles beaucoup. Mais il doit respecter que tu parles beaucoup, mais tu dois respecter que lui ne parle pas beaucoup. Les gens, ils ont envie d'avoir, de temps en temps, certains joueurs ont envie que les autres aient un comportement standard. Il motive, il est là, il est présent, il sourit. Mais il y a des gens qui ne sont pas comme ça. Lui, il doit faire l'effort pour son groupe, mais l'autre doit faire aussi l'effort pour comprendre qu'on n'est pas tous pareils. Tu ne peux pas avoir 6 Erwin sur un terrain. Hein. C'est pas possible. Comme tu ne dois pas avoir 6 Kubiak sur un terrain, ou 6 Tonueti sur un terrain, ou 6 Legov, ou 6 Jiba. C'est pas possible. Ça ne va pas être bon. C'est cette mixité des comportements, mais toujours avec le même objectif. On a envie d'aller ensemble quelque part. Est-ce que tu aurais quand même un profil de joueur idéal? Aujourd'hui, on reprend un peu la question du passeur tout à l'heure. Le jeune joueur en formation, pour toi, sur quelle qualité, quelle vertu il ne doit pas lâcher pour devenir un joueur idéal? Être un chien de guerre, c'est quand même important. Hein. Ah ouais. Ouais. Moi, je préfère. Moi, j'ai envie d'avoir des chiens de guerre avec moi. Après, pas tous des chiens de guerre explosifs, mais pour moi, Antonucci, c'est un chien de guerre. Mais dans la force tranquille. Mais c'est un chien de guerre. En Bruno, c'est un chien de guerre. Un peu plus expressif, peut-être. Kubiak aussi. Tu vois, ouais, Kubiak, c'est. Mais tu peux pas avoir 5 Kubiak dans tu vois, c'est un vrai chien de guerre. Et qui va donner. Ce qui Kubiak a de grand en lui, pour moi, c'est que il est capable de faire y croire que tout est possible autour de lui. L'équipe de Pologne qu'on n'y est pas, c'est pas la même. Mais c'est pas parce qu'il va faire des points à la paille, pas en 4, ou qu'il va réceptionner. Non, c'est ce qu'il va faire aux gens.
Et c'est là que les gens de temps en temps ont de mal à comprendre avec Erwin. C'est que ces gens-là, ils sont capables de dire rien pour nous est impossible. On est invincible. Ils sont capables, c'est des gens comme ça. Ils ne sont pas forcément toujours, ils arrivent, mais ils ont ça en eux. Et ces qualités-là, pour moi, elle est essentielle. Après, les stabilités et les stress à l'endurance, forcément. Parce que les matchs sont une saison. Un championnat du monde, c'est super dur. Les Jeux Olympiques, tu ne peux pas être bon là, tu dois être bon jusqu'à la fin. Oui, ouais, oui. C'est vrai qu'ils ont fait un super championnat d'Europe. Ils ont fait une belle Ligue mondiale. Euh, la Ligue mondiale, c'est quelque chose que je ne donne pas une grande valeur. Néanmoins, pour les Français, c'est différent. Je veux dire pourquoi. Battre au Brésil, c'est une énorme performance sportive. Parce que les Brésiliens ne jouent pas pour jouer. Surtout quand ils sont chez eux. Et c'était une énorme douche froide pour eux de perdre à Curitiba, mais de perdre quand ils ont perdu en 2015. C'était pas une finale, mais c'était en poule. Et cette performance-là, c'est une vraie performance. Et la performance de Curitiba, elle est aussi à cette hauteur-là. Parce que battre le Brésil dans le Brésil, c'est pas aussi facile que ça. À la limite, gagner le championnat d'Europe, c'est super pour les palmarès, mais battre les Slovéniens en finale, je suis désolé, c'est une obligation. Pour moi, c'est une obligation. Après, les gens verront différemment, hein, mais je ne vois pas comment les Français auraient pu perdre contre les Slovéniens. Sauf si vraiment on aurait pris des hauts totalement, mais ils n'étaient pas dans cet état d'esprit-là. Et quand tu regardes l'équipe de France à l'heure actuelle, à ton avis, qu'est-ce qui leur manque encore peut-être pour devenir véritablement une des plus grandes nations de, du monde? Pour être performant au JO, pour être performant au championnat du monde? C'est très, c'est très dur on va dire, c'est pas de donner son point de vue, mais je ne suis pas dans l'intimité du groupe. Donc je ne connais pas comment ça se passe. Je connais Laurent Tilly, j'ai une grande admiration pour lui. Je respecte énormément son travail. Donc j'ai aucun doute qu'il fait ce qu'il faut pour la performance, pour que le joueur soit bien. J'ai l'assentiment que pour les Jeux Olympiques de Rio, je pense que les joueurs ne se sont pas rendus compte d'où ils étaient. Parce que, par exemple, les Américains, je compare ça avec les Américains. Les Américains, Ligue mondiale, un Américain. Mais les Jeux Olympiques, ils font boum. Et c'est parce que c'est les Jeux Olympiques. C'est le summum pour un athlète. Et là, ils sont... et je pense que les Français ne se sont pas rendus compte où ils étaient. Mais pas par faute de quelqu'un. C'est aussi une manière d'aborder culturellement les Jeux Olympiques, qui n'a pas forcément en France. Les gens me demandent, quand je dis aux gens que je suis en train de voler, ils me demandent, mais qu'est-ce que vous faites d'autre? Non, je suis entraîneur, c'est ma profession. Et je pense que ça résume un peu, tu vois, cette culture de... Ça ne vient pas que d'eux, c'est comment tu as été, on va dire, entre guillemets, élevé dans la société. Pour les Américains, à Panasonic, le fait qu'on a des joueurs qui vont être au JO, mais les gens, ils sont... Pour eux, c'est presque plus important d'avoir des joueurs, parce que cette année, j'ai mis 7 joueurs en équipe nationale. Pour eux, c'est presque plus important que ça, qu'avoir perdu la finale. Et moi, j'étais fou de rage pour la finale asiatique. Pour eux, ok. Mais avoir des joueurs en équipe nationale et aller aux Jeux Olympiques, c'est quelque chose qui, dans la société, dans leur façon de voir, dans les entreprises, c'est énorme. C'est énorme. Et nous, dans notre société, dans la société française, c'est super. Mais pour dire la vérité,
il a une telle dimension physique aujourd'hui qui est en train de prendre de l'emploi. C'est différent d'avant. On dit, il y a toujours eu des gens physiques. Sauf qu'aujourd'hui, je trouve qu'il a technicité. Quand tu vois un joueur comme Muzerski, c'est qu'il est capable de faire techniquement. C'est impressionnant. Donc, je pense qu'il évolution risque d'être dans la pluralité de joueurs. Être capable de revenir un peu ce qu'il a eu un tout petit peu en 96, entre 80, pour la vérité, entre 90 et 96. Il y a les joueurs, ils étaient plus versatiles. Les joueurs centre, les joueurs à 3 mètres, ils réceptionnaient. Peut-être qu'on arrivera. Pourquoi un libéraux? Moi, c'est un joueur capable vraiment d'être performant. Pourquoi pas ne pas avoir un attaquant de plus? Moi, j'estime qu'il y a des équipes. Peut-être devaient réfléchir à ça.